Bon, ben, bonjour à tous, Arnaud Didier. Donc, moi, je suis le chef du service maîtrise des risques HSE chez Bureau Veritas, sur le secteur Alsace-Lorraine. Donc, comme le disait tout à l'heure mon collègue, je suis le remplaçant parce que j'ai un de mes collaborateurs qui est expert sur le sujet pollution, là, qui est malade ce matin. Donc, on va parler donc des pollutions des sols, des dernières actualités réglementaires. Donc, c'est un sujet qui date pas d'hier, mais qui est de plus en plus renforcé du point de vue, en tout cas réglementaire, du point de vue de son suivi. On va regarder les différentes situations qu'on peut rencontrer, ou qu'on va être confronté à une problématique donc de pollution des sols. Donc, tout d'abord, qui est concerné? Finalement, tout le monde, que l'on soit industriel, donc il y a une réglementation spécifique pour les installations classées pour la protection de l'environnement en particulier, qui peuvent être source de pollution. C'est aussi le cas des promoteurs constructeurs, eux qui ont des projets de réhabilitation, de construction, et qui peuvent du coup se heurter à des terrains, à des zones où il y a des pollutions potentielles, les collectivités à l'identique, mais aussi des particuliers qui peuvent aussi posséder des terrains et qui peuvent être amenés à être vendeurs ou acquéreurs de terrains avec potentiellement donc du coup ce risque de pollution. Donc les enjeux qui est à la fois suivis par la réglementation mais suivis aussi par le côté juridique, c'est les risques et les responsabilités. Donc c'est bien sûr de savoir ou d'être capable d'identifier qui est à l'origine, qui est responsable, qui est à l'origine de la pollution. Donc on est surtout dans les cas d'acquisition, de transfert. Il y a la partie coût, délai aussi. Bon, là, c'est dans le cadre des projets de construction. Donc, ne pas découvrir en dernière minute qu'on est face à une pollution parce que ça peut générer pas mal de soucis et impacter fortement notre projet en termes à la fois de contenu du projet, mais aussi en termes de délai. Et puis la faisabilité aussi, donc c'est s'assurer de la compatibilité de notre terrain, de notre site par rapport à un projet futur de construction, si on est dans le cadre de l'habitation, d'établissements recevant du public avec par exemple des exigences de plus en plus fortes sur la petite enfance et donc la possibilité, la faisabilité de pouvoir faire cette construction sur le site concerné. Donc le contexte réglementaire, on en a déjà un petit peu parlé. Donc on reviendra dessus avec des textes précis du point de vue du code de l'environnement, le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme. Donc tous ces codes, à un moment ou à un autre, ils vont préciser un certain nombre de dispositions à assurer par l'exploitant, par le propriétaire du terrain. Et puis aussi ça c'est plus récent, avec des méthodologies, des guides, des normes. Donc la profession, je veux dire, c'est structuré avec des règles de l'art et donc en particulier impose une certification, la certification LNE. Qui doit être donc tous les organismes, bureaux d'études, bureaux de contrôle doivent donc du coup être certifiés avec différents domaines de A, B, C, D, de A à D, suivant la typologie de missions qu'ils vont être amenés à faire. On va retrouver donc une norme qui définit les différentes étapes pour mener à bien ce diagnostic complet de pollution des sols et une méthodologie nationale qui reprend un certain nombre d'outils qu'il faut utiliser dans nos rapports pour pouvoir faire le schéma conceptuel, l'interprétation de l'état des milieux, le plan de gestion, voilà tous ces points. Ce sont tous des points qu'on développe dans la suite et donc on va voir que c'est du coup très on va dire structuré, décomposé par étape. La première des phases, on l'appelle étude historique, documentaire et mémorielle, étude de vulnérabilité. Donc cette étape, comme son nom l'indique, elle permet de connaître l'historique du site,
de savoir identifier des sources potentielles hein, de pollution, donc identifier des activités qui auraient pu générer des pollutions, à quel endroit, quelles sont les substances et où elles étaient localisées sur le terrain et qui auraient pu du coup générer des pollutions et comment ça a pu être transféré vers des cibles, hein, des cibles vulnérables, des cibles environnementales ou voire humaines, transférer cette pollution. Donc cette première étape, hein, qui est fondamentale aussi au début hein, pour se lancer dans ce diagnostic. À l'issue de cette première étape, ben, si on a identifié des choses, hein, donc des activités ou des substances qui auraient pu se répandre sur le terrain, eh ben, il va falloir passer à la deuxième étape qui est l'étape investigation. Donc, c'est lever les doutes. Hein, donc, c'est une étape de sondage avec des prélèvements et analyses pour pouvoir confirmer ou infirmer la présence de sources de pollution hein, ou d'impact. Et si aussi, pareil, hein, cartographier cette pollution en délimitant l'ampleur de la contamination. Et à l'issue, si on a un projet, d'accord, et qu'on veut justement maîtriser cette pollution, eh ben, c'est évaluer les risques pour l'environnement et la santé par rapport à l'usage futur du terrain. Donc mettre en place des outils, des moyens pour gérer cette pollution et donc proposer aussi des solutions techniques pour rendre compatible le terrain par rapport au projet. Ensuite, c'est la mise en place de ces opérations techniques, hein, donc l'ingénierie des travaux. Donc, bien sûr, ça peut être l'excavation, le traitement donc, des terres polluées, mais il y a aussi d'autres solutions techniques pour en particulier confiner les terres et éviter donc, que la pollution puisse s'étendre. Et puis, dernière étape, solution aussi de contrôle, de surveillance, de la mise en place de restrictions d'usage. Donc, voilà, c'est vérifier que ce qu'on a mis en place en termes de moyens, alors ça peut être aussi un suivi, par exemple, des eaux souterraines, hein, par l'intermédiaire de piézomètres, mais ça aussi d'autres dispositions techniques pour gérer cette pollution. Voilà, donc on va bien, donc c'est bien étape par étape. Et puis, suivant ce qu'on va retrouver à chaque étape, suivant les conclusions de chacune des étapes, on va continuer. Ou si à un moment, on n'a pas identifié de problématique ou par rapport au projet, le niveau de pollution est en adéquation, eh ben, on s'arrêtera obligatoirement aux premières étapes. Donc, pour un peu illustrer, pour pouvoir présenter, on va prendre quelques situations, contextes. Donc, le premier des contextes courants, c'est l'acquisition, la vente ou l'aménagement d'un terrain. D'accord. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, soit j'ai aucune information, hein, j'ai un terrain, mais je ne sais pas du tout son historique, je ne sais pas s'il y avait avant une friche, une activité industrielle, enfin voilà, j'ai pas d'informations, donc d'où l'intérêt de mener cette première étape d'étude historique. J'ai un terrain qui est situé sur une zone qui relève de la méthodologie nationale des sites et sols pollués, d'accord. Donc là, soit c'est un terrain qui a déjà accueilli, sur lequel était implantée une industrie potentiellement avec des activités industrielles, ou qui suspectait aussi. Hein, donc il y a toute une cartographie présente pour justement délimiter les terrains qui sont concernés. Ou alors j'ai l'intention d'acquérir ou de vendre un terrain. Si je suis l'acquéreur, je vais faire une démarche de due diligence pour vraiment avoir une information précise sur la qualité du terrain que je vais acheter. Ou alors, c'est une démarche plus contractuelle. Ça peut être à l'initiative d'ailleurs
de mon notaire qui va m'alerter en me disant bah, vous achetez un terrain, mais là, il y avait précédemment une activité industrielle, donc imposer au vendeur de faire ce diagnostic pour informer l'acquéreur. Et donc, par rapport à ça, on a ce diagnostic de pollution des sols, on a des missions qui sont bien codifiées dans la mythologie, qui s'appellent A100. Donc, on va mener une visite du site pour faire un relevé des activités, des sources potentielles de pollution. Faire des études documentaires, donc on va accéder à un certain nombre de bases Internet sur lesquelles on va retrouver des informations sur de la cartographie, des plans aériens, des vues aériennes. On va aller aux archives rechercher des informations. Puis on va regarder aussi dans les environs du site les zones vulnérables, prendre des informations sur les nappes souterraines, sur la présence de rivières, de zones sensibles, etc., etc. Et donc, à l'issue, ça donne un rapport comme celui-ci, des cartes récentes, des cartes un petit peu plus anciennes, des plans, différentes informations. Et on va regrouper tout ça sur une carte pour recenser ces sources potentielles de pollution et puis les secteurs vulnérables. On va aussi construire, c'est ce qu'on appelle, tout à l'heure on a parlé, le schéma conceptuel. Donc sur le schéma conceptuel, là on va mettre à la fois les situations, par exemple ligne de production, Benacopo, donc des sources potentielles de pollution. On va y indiquer les parties à protéger. Alors ça peut être humain, donc des travailleurs, ça peut être des habitants qu'on va indiquer donc sur notre plan. On va indiquer aussi les transferts, donc quelles sont les substances qui auraient pu être présentes et se répandre en dessous des lignes de production, en dessous des bennes, et comment elles ont pu être transférées vers le sol. La présence éventuellement de pluie, de rivières, d'eau souterraine avec le flux, l'écoulement des eaux. Donc voilà, donc c'est aussi ce schéma conceptuel qui va ressortir de cette première étape, étude historique, documentaire et de vulnérabilité des sols. À partir de là, on a donc, il va falloir lever les doutes, donc confirmer ou infirmer ce qu'on a identifié, si ça s'est bien réalisé comme on a pu le projeter. Et dans ce cas-là, c'est la deuxième étape, c'est l'étape DIAG qui correspond à des opérations d'investigation. Donc sondage, donc des forages, des opérations de sondage avec des prélèvements et envoi en laboratoire pour analyse par rapport aux substances qu'on aura pu identifier au préalable dans notre étude. Et le résultat, c'est qu'on va mettre à jour ce schéma par rapport à ce qu'on a réellement obtenu en termes de résultats d'analyse. On va pouvoir à ce moment-là aussi donc du coup cartographier la volumétrie. Alors soit à la première opération de sondage, on aura déjà pu avoir une vision correcte de la cartographie et du volume des terres polluées, ou éventuellement on va pouvoir découvrir d'autres choses au moment des premiers forages et donc des premiers sondages, et donc la nécessité donc d'augmenter le périmètre ou de cartographier de façon plus précise la zone qui est concernée. Et si on a un projet de réhabilitation, donc là on a une vision à cette étape-là, étape donc 1 et 2, donc là on a une connaissance du niveau de pollution de notre site, de notre terrain. Et si on a du coup un projet de réhabilitation sur ce terrain, si c'était pour une vente, ça s'arrêtera là. On informe du coup notre futur acquéreur de cette situation. Et si on a besoin de réhabiliter, on a un projet de construction. Et à ce moment-là, on va mettre en place un plan de gestion
qui a pour objectif de mettre en place, hein, comme on l'a un peu déjà vu tout à l'heure, des mesures, des dispositions pour s'assurer que le projet est en adéquation avec le niveau de risque du site. Et donc, on va déjà supprimer les sources de pollution. Hein, donc ça, c'est évidemment, c'est la première chose. Hein. On va maîtriser des voies de transfert. Donc bon, après, une des solutions, effectivement, c'est d'escaver les terres et de les envoyer dans des déchetteries adaptées, mais ce n'est pas toujours possible, ou en tout cas, ça peut générer des coûts très très importants. Donc il y a d'autres solutions d'aménagement, de confinement, de surveillance pour maîtriser donc ce transfert de pollution. Avec une étude, on va proposer plusieurs solutions et on va faire un bilan coût-avantage de chacune de ces mesures, avec aussi une analyse des risques sanitaires résiduels, donc qui, après chacune des mesures, quels sont les risques résiduels par rapport à la présence ou confinement de cette pollution. Et suivant cette analyse de risque et suivant du coup le projet, eh ben, il peut y avoir des choses qui peuvent être faisables ou pas faisables. Hein. Si on est sur des établissements, par exemple pour la petite enfance, le niveau d'exigence est tel que les risques sanitaires doivent être complètement maîtrisés. Si on est sur des terrains sur lesquels on a prévu par exemple un vide sanitaire ou un sous-sol, potentiellement par rapport à ces dispositions, ça ne va pas être possible. Donc il va falloir revoir notre projet. Peut-être que où on aura implanté le bâtiment, manque de peau, ça tombe mal, c'est dans une zone où fortement polluée, donc il va falloir revoir aussi notre projet. D'où ce que je vous avais dit au départ aussi dans les enjeux, c'est que c'est un point qui doit être vu dès l'origine de la construction ou du lancement du projet, voire de l'acquisition du terrain, et qu'il ne faut pas commencer à avoir des pelleteuses et que tout d'un coup, pof, on tombe sur une situation ou sur une zone où il y a potentiellement une pollution et on s'inquiète à ce moment-là. Un autre cas de figure qu'on rencontre où on est sollicité, hein, c'est l'objet de ce qu'on appelle une mesure d'expertise, c'est-à-dire j'ai déjà beaucoup d'analyses qui ont été faites, hein, c'est le cas d'industriels qui ont qui ont été déjà soumis à pas mal d'études, qui ont réalisé déjà pas mal d'études, mais les choses évoluent dans le temps, à la fois le niveau d'exigence de réglementation, les méthodologies, mais aussi le périmètre du site, ce qui fait qu'on peut mener une étude d'expertise pour, par rapport à toute la documentation existante, vérifier si elles sont pertinentes, ces études, encore valables, s'il faut les compléter et donc émettre un avis critique. Et donc, on arrive sur les enjeux donc, par rapport à la loi ALUR, d'accord, qui donc est une loi qui date de 2014, mais qui du coup est aujourd'hui avec l'ensemble des dispositions, et on verra encore plus récemment pour cette année des dispositions renforcées ou la mise en application, je dirais, des documents type la cartographie qui finalement est sortie très récemment. Donc il y a déjà des secteurs d'information des sols, hein, donc avec une cartographie qui a délimité les terrains qui étaient concernés ou qui avaient eu une activité industrielle ou potentiellement avaient eu une activité industrielle. Donc ces terrains sont d'office concernés par la loi ALUR et par l'obligation donc, de ce diagnostic. La possibilité de transfert des obligations administratives de réhabilitation, donc ça on verra dans les cas d'obligations liées au permis de construire, et la hiérarchisation entre les responsables de la gestion des pollutions du site. Donc voilà, donc comme je disais, le 6 ont été introduits, mais très récemment sorti ce secteur, une cartographie donc, qui est disponible sur Géorisque et qui définit les terrains qui sont les zones, les terrains qui sont concernés, hein, les parcelles concernées par une étude.
l'attestation ATES, d'accord, qui doit obligatoirement accompagner les demandes de permis de construire ou d'aménagement pour ces sites qui sont sur ces terrains de secteur d'information sur les sols, ainsi que donc pour les terrains sur lesquels était implantée une installation classée pour la protection de l'environnement. Donc c'est vrai que du coup on a encore beaucoup de maîtres d'ouvrage qui déposent leur permis de construire et justement ils découvrent à ce moment-là qu'on leur demande cette ATES. Et à l'identique, c'est peut-être très pénalisant parce que ça peut rajouter des délais à l'obtention du permis de construire, le temps de faire toutes ces études, comme on a études historiques, à la fois les opérations de sondage, de prélèvement, les analyses, etc. etc. Du coup, pendant ce temps, le permis de construire, il n'est pas instruit et donc ça décale d'autant mon projet. Donc, c'est aujourd'hui important d'avoir identifié ce secteur d'information sur les sols et d'avoir vérifié avant si mon site était concerné pour pouvoir déclencher en même temps que les plans cette étude et de pouvoir délivrer une attestation ATES. Voilà, et ces attestations ATES, obligatoirement, comme j'ai dit, peuvent être délivrées que par des organismes qui sont certifiés LNE. Voilà, donc ça fait partie aussi des exigences qui ont été rajoutées dans la réglementation. On a aussi les cas particuliers des installations classées pour la protection de l'environnement et sur la partie cessation d'activité. D'accord, donc des dispositions qui ont été renforcées cette année, un décret qui date du 19 août 2021 avec la mise en place, alors quelle que soit l'installation classée, c'est des régimes déclaration, enregistrement, mais aussi autorisation bien sûr, de faire attester de la remise en état du site par une entreprise certifiée. Donc quand il va faire sa cessation d'activité, on le voit dans la suite du schéma, donc il déclare l'arrêt définitif de son activité. La préfecture va lui répondre que dans un délai, donc c'est fonction de l'industriel, si c'est un industriel régime déclaration, enregistrement, autorisation, ils vont lui donner un délai, 1 à 3 mois, pour mettre en sécurité donc, le site, donc évacuer tous les déchets, évacuer toutes les sources de pollution, vérifier que le site ne peut pas être est bien protégé, enfin, etc., etc. Donc une mise en sécurité du site. Et derrière, ce qui n'était pas vrai avant, il faut que ce soit certifié par une attestation. Donc il faudra qu'il délivre une atteste. Et au bout de 6 mois, il devra aussi mettre en place un mémoire de réhabilitation. Donc pour justement justifier comme quoi il a bien traiter toute la problématique, en particulier pour que le site ait un nouvel usage derrière, et en particulier le risque de pollution, la problématique de pollution des sols. Et en mettant ce mémoire de réhabilitation, soit la préfecture va considérer que tout est bien cadré, tout est bien suivi, tout est bien maîtrisé, qu'il n'y a pas de suivi nécessaire, donc à partir de ce moment-là, ça s'arrête. Ou au contraire, il va y avoir un arrêté préfectoral complémentaire qui va encadrer les travaux à réaliser pour réhabiliter le site. Donc pareil, évacuation de terre, ça peut être des mesures, des surveillances, la mise en place de piézomètres, ça peut être des dispositions pour imperméabiliser, confiner les sols. Et à l'issue du coup de ces travaux, pareil, il faudra qu'ils remettent une attestation par un organisme toujours certifié, que la réhabilitation a été faite conformément aux règles de l'art et conformément à ce qui avait été défini dans le mémoire de réhabilitation. Et à ce moment-là, soit ça s'arrête là, soit il peut y avoir encore un arrêté préfectoral complémentaire pour assurer le suivi. C'est surtout dans les cas de problématiques de prélèvement, de suivi des eaux souterraines. Voilà un petit peu donc ce schéma qui est du coup beaucoup plus
contraignant que ce qu'on avait avant, hein, et qui s'applique du coup à toutes les installations classées, pas seulement les sites à autorisation, mais aussi sites déclaration, enregistrement aussi. Donc avec voilà, une allure, comme j'ai dit, hein, pour les permis de construire, pour la conception, une atteste sécure pour les installations classées, donc pour la première étape, mise en sécurité du site, une atteste mémoire pour la réhabilitation du site, pardon, suite à l'arrêt définitif du ICPE, une atteste travaux pour justifier la réhabilitation, que les travaux ont été faits conformément à la réhabilitation. Et on a aussi un cas de figure un peu particulier qui est l'atteste éolien pour les sites du coup éoliens. Voilà, il y a aussi le cas de figure des installations IED, d'accord, qui sont soumis aussi aux règles donc dans la nomenclature ICPE, au rapport de base, hein, pour faire un point, je dirais, de base initial au moment de la parution des meilleures techniques disponibles. Donc voilà, c'est vraiment cette partie adressée plutôt aux industriels, aux installations classées. Bon, bah avant, on avait vu aussi une partie qui était plutôt pour les promoteurs ou pour les acquéreurs, donc du coup de terrain. Merci pour votre écoute.